quand tu Tu peux laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Ok. Donc, il est 14 heures pile. Je vous propose qu'on se donne encore une minute. Je vois les gens qui arrivent sur la connexion. On se donne encore une minute et on commencera la réunion. Très bien, je vous propose de commencer. Donc, bonjour à tous et bienvenue à cette réunion d'information en visioconférence. J'espère que vous m'entendez bien. Je me présente, je suis Caroline Chen, je suis responsable des relations entreprises au MEDEF Gironde. Je suis ravie de vous voir nombreux nous rejoindre ce début d'après-midi pour cet échange qui sera sur le thème donc face à la crise sanitaire actuelle, comment gérer et adapter sa communication interne. Je remercie particulièrement donc les deux intervenants, Valentine Guelman qui est directrice de Comme un mardi et Jacques Isnard qui est consultant en accompagnement de dirigeants d'entreprise. Ils ont pris contact avec le MEDEF Gironde pour vous proposer d'évoquer ce thème auprès des adhérents du MEDEF. Il s'agit de la 6e visioconférence que nous organisons pour nos adhérents, après avoir plutôt traité de thèmes juridiques, financiers ou encore de la formation. Je ne serai pas plus longue, je vais juste faire un tout petit point technique pour vous dire que la présentation sera envoyée à tous les inscrits à l'issue de la réunion. Et puis, vous dire aussi que vous avez la possibilité de poser des questions via le chat prévu à cet effet sur la droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas au cours de la présentation. Valentine et Jacques vont avoir un propos d'environ 40-45 minutes. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. Et à l'issue de leur présentation, je reprendrai les questions une par une. Il sera peut-être un petit peu difficile de traiter de manière très détaillée les demandes de chacun, mais l'idée sera pour les intervenants de vous proposer à la fois des pistes de réflexion et puis des axes pour résoudre les problèmes qui sont les vôtres. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne réunion et je laisse la parole à Valentine et Jacques. Alors merci Caroline et puis merci à vous tous voilà, de prendre le temps cette pause café ensoleillée de répondre à cette rencontre virtuelle. Alors l'objectif pour nous c'est vraiment d'essayer de vous apporter des réponses, des idées, des pistes d'action pour vous accompagner efficacement dans votre communication interne, alors, étant entendu que tout est à l'adapter en fonction de ce que vous êtes, de ce que vous faites, de la situation particulière que vous vivez. Rapidement pour timer et rythmer notre présentation à Jacques et moi-même, donc on va prendre quelques minutes rapidement pour se présenter, vous dire qui on est, pourquoi on est là aujourd'hui, quels sont nos questions. Dans un deuxième temps, on insistera sur quelques préalables et quelques, on va dire, conditions sine qua non pour que la communication interne que vous mettez en place, que vous avez en place, que vous souhaiteriez mettre en place, soit la plus efficace possible. Il y a quand même quelques précautions d'usage. Et puis le troisième temps, peut-être le plus attendu, à vous présenter, et on insistera là-dessus, dès maintenant et à partir du 11 mai, des idées d'action et de réalisation et d'outils que vous pourriez mettre en place pour être efficace dans le cadre de votre communication interne. Alors, pour se présenter rapidement,
Ce qui est important de dire, c'est qu'on est tous les deux, Jacques et moi, issus du monde de l'entreprise, et on est aujourd'hui encore dans le monde de l'entreprise. C'est important parce que, en tant que, Jacques vous le dira, ayant eu des responsabilités au sein d'un CODIR, moi j'ai plus de 30 ans au sein d'agences de communication. J'ai créé des agences. J'ai aujourd'hui une structure que j'ai créée il y a 7 ans qui s'appelle Comme un mardi. Donc on connaît, je dirais, les problématiques des entreprises, on connaît les attentes, les obligations, et surtout dans cette période particulière. Et aujourd'hui, dans le cadre de Comme un mardi, moi j'accompagne les organisations, alors que ce soit des PME, des ETI, des collectivités, dans la mise en œuvre de leur stratégie de communication, et j'apporte mon expertise, acquise au fil de ces décennies, on peut dire, aux dirigeants qui veulent faire de leur communication interne un véritable outil de management. C'est bien de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas de faire de la com pour faire de la com, mais la communication interne est vraiment un outil au service du management et de l'efficacité de votre entreprise. Donc Jacques, je te passe la main pour dire qui tu es. Merci Valentine. Eh bien, bonjour également à vous tous et merci de prendre un peu de votre temps pour partager avec nous cet après-midi. Donc, Jacques Isnard, j'ai derrière moi une vingtaine d'années passées au sein d'un CODIR dans une direction générale, celle de GT Location, dans diverses fonctions financières, système d'information, secrétariat général, communication interne. Donc effectivement, je connais bien le monde de l'entreprise, j'en viens et depuis quelques temps, j'accompagne des dirigeants dans la conduite du changement de leur organisation et en m'appuyant surtout sur une conviction qui est que c'est bien la force de la confiance et de l'autonomie qui sont créatrices de valeur ajoutée et de solidité pour l'entreprise. Alors Valentine et moi, nous nous sommes rencontrés il y a quelques années à l'occasion d'une mission conseil client. Et pendant 6 ans, nous avons travaillé ensemble sur diverses questions. Et au cours de cette expérience et puis par la suite, nous avons travaillé ensemble et nous avons fait la synthèse un petit peu de ce qui, à nos yeux, fonctionnait plutôt bien dans une entreprise et sur ce qui fonctionnait moins bien et qui méritait d'être adapté, d'être changé et dans une démarche d'accompagnement. Alors pourquoi sommes-nous là avec vous tous les deux? Eh bien, nous portons et nous partageons cette conviction que l'entreprise aujourd'hui doit être le centre, le point de ralliement d'une vie de groupe dynamisante, normale somme toute, logique, évidente. En un mot, une vie créatrice de valeur. Il y va de la rentabilité, de l'efficacité et du bien vivre ensemble finalement dans l'entreprise. Et c'est vrai que plus que jamais, dans ces temps d'incertitude, cette période unique, étrange, que nous sommes tous en train de vivre, eh bien, cela devient nécessaire parce que les repères des équipes ont explosé, chacun apprend, chacun subit une autre façon de travailler ou de vivre son entreprise. Donc, sur ces bases-là, sur ces idées-là, nous avons une idée, c'est mettre bien la force de toutes les actions concrètes au service de la performance de votre entreprise. Avant d'aborder de façon concrète, et vous le verrez, chronologique et opérationnelle, toute une série de pistes d'action que nous pouvons vous proposer pour mobiliser vos ressources et vos équipes, Valentine va vous donner quelques repères essentiels pour s'assurer au mieux que cela va fonctionner. Ouais, je vais rappeler les enjeux auxquels on a à faire face et qui sont inhérents à toute démarche de communication interne. Évidemment, aujourd'hui, tout le monde parle de distanciation, elle est nécessaire, mais elle est subie et de fait, elle génère peut-être la dislocation de ce qui est l'équipe. L'interne, les salariés. Et donc, l'un des enjeux de la communication interne que vous devez mettre en place, c'est bien de renforcer ce collectif qui aujourd'hui, par la force des choses, est un peu éclaté géographiquement et doit pouvoir sortir grandi de ce travail qui aura été mis en place. La deuxième chose, c'est il y a un risque d'inertie. Hein. Il y en a qui sont au chômage partiel, il y en a qui sont en télétravail et qui, dans télétravail, ont peut-être plus retenu télé que travail. Voilà, il y a toute une série de cas particuliers et qui font que je dirais la dynamique, l'émulation manque et tout le monde n'est peut-être pas au max de son efficacité.
Et c'est important de mobiliser les salariés pour qu'ils restent acteurs aujourd'hui et puis qu'ils le soient à la reprise. Le troisième enjeu est pas des moindres. Jacques l'a évoqué, hein, les repères ont explosé, etc. Donc beaucoup ont découvert avec joie et avec satisfaction le télétravail. Pour autant, ils sont aussi une majorité à dire que ce qui manque, c'est l'émulation, c'est l'échange avec les collègues. Et l'un des objectifs de la communication interne, c'est aussi de maintenir les liens et les échanges et de rendre cela possible. Alors, Jacques a évoqué la notion de chronologie, elle est importante. C'est aujourd'hui et c'est demain. Alors quand on dit c'est aujourd'hui, vous verrez que ce qu'on va vous proposer de mettre en place, c'est aujourd'hui, on est le 21 avril, c'est-à-dire qu'on y réfléchit, vous y réfléchissez le 21, dès 15h15, vous le mettez en place dès le 22, etc. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place rapidement, facilement, à moindre coût, dès maintenant, pour répondre aux enjeux que je viens de citer. Et puis il y aura à la reprise, alors le 11 mai, le 12 mai, etc., ce qu'il faudra mettre en place. Avec toute la part d'incertitude qui caractérise ce climat. Alors, à un moment décisif, on a dit, hein, ça peut être anxiogène, etc., ça peut être générateur de stress. Moi, j'aime bien revenir à l'étymologie, à la racine des mots. Crise en mandarin, ça se dit weiji. Donc, wei, c'est une racine qu'on trouve dans un mot qui veut dire danger. Et J, c'est une racine qu'on trouve dans un mot qui veut dire opportunité, le point de basculement. Et on est vraiment là, on est vraiment sur ce fil. Alors, il ne faut pas rester que dans, certes, il y a danger, je subis, et ça ne peut aller que mal. Et à contrario, il ne faut pas être que dans on va créer des opportunités, on va innover. On est vraiment où est-ce qu'on met le curseur de façon équilibrée entre, oui, on est en situation de crise, j'ai identifié les dangers, j'ai identifié les menaces, mais oui, il y a des opportunités et on va voir dans quelle mesure la communication interne et ce que vous allez mettre en place peut permettre de générer ça. Pardon. Et dans tous les cas, ça ne doit pas être qu'un moment de peur, ça doit être un moment qui peut vous permettre de rebondir. Voilà, donc je vais laisser après cette première condition, ce premier élément de contexte, je vais passer la parole à Jacques qui va évoquer la nécessaire mobilisation de tous, et c'est vraiment de tous et toutes les parties prenantes en interne, donc pour la communication interne, l'apanage du manager ou du DRH ou du directeur de la communication. Jacques, à toi. Merci Valentine. L'engagement et l'implication de toutes les parties prenantes de l'entreprise est indispensable. La mobilisation de toutes les ressources de l'entreprise est indispensable, puisque finalement l'objectif partagé, l'objectif unique qui unit tout le monde, ça doit bien être retrouver une performance financière conforme à ce qui est attendu. Eh bien, les parties prenantes, c'est quoi? Les parties prenantes, vous les connaissez déjà. Il s'agit bien du dirigeant, il s'agit bien du management intermédiaire ou du management de proximité, et il s'agit évidemment de l'ensemble des salariés et des équipes. Alors, chacun doit être impliqué pleinement dans cette démarche. Donc, le dirigeant, lui, c'est l'initiateur, c'est l'acteur, c'est le catalyseur du changement. Il a un rôle clé, évidemment, dans cette démarche. Et je le redis, il y a deux mots clés dans cette démarche, c'est le mot engagement. L'engagement du dirigeant doit être visible par tous et dans un esprit d'exemplarité. Au-delà de l'engagement, au-delà de l'exemplarité, il y a bien la sincérité, le courage, la transparence, la capacité d'entraîner le management et toutes les équipes avec lui, autour de lui. En fait, le dirigeant doit rassurer, doit être vraiment le repère solide pour ses équipes, leur redonner le sens pour qu'ils soient les acteurs immédiatement opérationnels de cette fameuse performance retrouvée. En fait, pour le dirigeant, il s'agit bien de retrouver les moyens de libérer, de faire émerger un potentiel d'innovation et aussi une soif d'engagement pour toutes les équipes opérationnelles, tout en veillant bien à ce que les équipes restent unies autour d'une certaine cohésion, autour d'un projet commun pour l'entreprise. Et puis, cet engagement personnel du dirigeant, il est relayé par le rôle du management de proximité, qui trouve bien là cette comparaison avec une courroie de transmission. Sans quoi cela ne fonctionnera pas. Le management de proximité,
les dirigeants qui sont autour du chef d'entreprise, eh bien, ils ne doivent pas ne veulent pas adhérer à cette démarche parce que le dirigeant le veut, mais simplement parce qu'ils en sont convaincus et qu'ils soient bien convaincus de ce projet autour d'une communication interne qui valorise la performance de l'entreprise. En fait, cette adhésion du management de proximité elle doit être claire, elle doit être explicite et elle aussi, elle doit être visible. Juste une notation, mais par expérience, j'ai eu l'occasion de vivre dans mon parcours d'entreprise. J'ai pu constater que lorsque dans une instance de direction, un seul membre n'est pas dans cette adhésion explicite, un seul membre peut bloquer le mouvement de tout un groupe. Et bien entendu, pour permettre que tout cela ait un sens, bien évidemment, le rôle des salariés est important. Plus que jamais, les salariés ont besoin de repères, ont besoin d'être rassurés. Alors attention, soyons bien clairs, vous n'entraînerez pas 100% des équipes et les salariés. Il vous faudra identifier et mobiliser les éléments les plus moteurs. Mais ne vous inquiétez pas, quoi que vous fassiez, vous aurez toujours faire face à ce qui caractérise tout groupe. Vous aurez autour de vous les engagés optimistes, vous aurez les suiveurs un peu frileux, mais qui finiront par vous suivre, et puis vous aurez toujours un petit groupe, les opposants, les mutins, ceux qui se critiquent en permanence, ce sont ceux qui resteront machinalement sur le quai, ceux que certains ont pu appeler des âmes perdues. Bref, vous ne ferez que très rarement l'unanimité, mais ce n'est pas grave. Donc, sachez-le et ne vous inquiétez pas pour ça. Valentine, je te redonne le relais. Dans les précautions d'usage, on terminera là-dessus. Beaucoup d'humilité, alors de votre part en termes de communication interne et de la nôtre en tant que accompagnateur ou accompagnant. On n'a pas l'idée, c'est pas là de vous livrer une stratégie de communication interne que vous pouvez dupliquer à l'infini et qui marchera. La communication interne, elle doit vous ressembler, elle doit ressembler à votre entreprise. Elle s'appuie sur ce que vous êtes, sur votre socle identitaire, sur votre valeur, sur votre personnalité, etc. Et je dirais la solution, elle n'est que chez vous, elle n'est qu'en vous. Nous, on peut être des facilitateurs. Voilà, l'idée, c'est de vous donner des clés, mais surtout rester fidèle. L'idée, c'est pas de vous pervertir. On n'est pas en train de dire qu'il faut communiquer à tout prix et en opérant des distorsions qui feraient qu'on ne vous reconnaisse pas ou qu'on ne reconnaisse pas de votre entreprise. Et puis, autre chose importante, c'est qu'on est là pour parler de communication interne, mais laquelle communication interne se situe dans un contexte de communication de crise. Et les trois ingrédients en fait d'une bonne communication de crise, ou une communication efficace en période de crise, ce sont la transparence, la sincérité et l'immédiateté. La transparence parce que tout se sait. Aujourd'hui, tous dans nos entreprises, on est dans des immeubles de verre. Ce que vous ne dites pas, je veux dire même ce que l'on ne dit pas, ce que vous ne dites pas, vous, manager. Directeur, etc., ça se sait. Et alors le pire, c'est que vous l'avez pas dit, donc ça se sait, mais ça se sait de manière interprétée, etc., etc. Donc vous devez contrôler l'info. Ça, c'est la transparence. La sincérité, on est sur le registre de l'émotion. Il faut dire l'émotion, dire oui, c'est difficile, oui, j'ai peur, oui, je ne sais pas, ça par contre je le sais, etc., etc. Vous êtes aussi attendu là-dessus. Et puis l'immédiateté, réagir. Il y a des moments, il y a des circonstances dans lesquelles il faut prendre la parole tout de suite. 48 heures après, c'est déjà trop tard. Il y a une étude récente qui a été réalisée auprès de plus de 10 000 salariés en France et qui juge leur communication interne comme impersonnelle, majoritairement impersonnelle, désincarnée, éloignée du terrain, excessivement positive. Voilà, on n'est pas là, la communication interne, vous n'êtes pas là pour séduire des clients ou rassurer des fournisseurs. Vous êtes là pour dire ce qu'est la réalité de votre entreprise à un instant T à des gens qui en font une partie prenante essentielle, ce sont vos collaborateurs. Donc ils attendent vraiment une communication sans propagande, moins langue de bois et plus authentique. Et votre communication interne, elle est forcément différente de tout ce qui se passe, tout ce qui se dit aujourd'hui en matière de communication externe. Les pouvoirs publics prennent la parole, les médias, on frise l'infobésité, les réseaux sociaux, j'en parle pas, avec du positif, mais aussi avec tout ce que ça peut générer de fake news, etc., etc. Alors vous devez prendre la parole, alors pas faire de la com pour faire de la com au sens trivial du terme,
bien pour créer des conditions de dialogue, d'écoute, d'interaction, et qui vont permettre que l'entreprise sorte de cette crise qu'on subit tous, qui va laisser des traces, mais qui va aussi être une opportunité. Et je finirai sur Nietzsche, voilà, pour innover un petit peu tout ça, et qui nous rappelle que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas la crise qui nous rend plus forts, mais c'est face à cette crise, la dynamique dans laquelle on se met, ce mouvement en avant, et qui fait qu'on va aller saisir des opportunités. Et pour être plus léger après Nietzsche, je citerai mon maître Audiard qui dit c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Autrement dit, ça va dans le registre de l'émotion. Savoir dire on ne sait pas, nous n'avons pas la réponse, etc. C'est aussi un acte de communication sincère, et la communication interne peut commencer par ça. Voilà. Donc on va démarrer maintenant sur la partie 3 et rentrer vraiment dans le vif des pistes de réflexion d'action qu'on vous propose éventuellement d'étudier. Donc après Nietzsche et Audiard, bien entendu, je suis prêt à prendre le relais. Donc on l'a évoqué déjà tout à l'heure en ouverture. Les pistes, les actions, les outils, les idées qu'on va évoquer avec vous, qu'on va partager avec vous, sont rythmés par un cadencement chronologique. Et vous allez voir, c'est très important à nos yeux. On va essayer de vous faire partager ça. Nous nous trouvons vraiment sur 2 temps aujourd'hui. Il y a ce qui se passe maintenant, tout de suite, ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire. Et en un mot, on pourrait résumer que c'est maîtriser l'urgence, en préservant la cohésion de l'entreprise. Et puis, il y a le deuxième temps qui est ce temps de la sortie de crise ou du début du déconfinement, je suis prudent, ce qu'il vous faut envisager de faire. Capitaliser sur des réussites et surtout se dire que ça ne sera pas comme avant. Et se dire aussi que l'entreprise est une communauté à protéger et qu'il est nécessaire de comprendre, de prendre des enseignements de tout ce qui vient de se passer. Voilà, donc ces 2 temps, maintenant, et puis le deuxième temps, la sortie de crise, eh bien, il est illusoire de penser que l'on peut travailler sur l'un sans travailler sur l'autre. Et Valentine va vous ouvrir des pistes de réflexion sur ce que nous pouvons proposer d'envisager ou vous pouvez réfléchir à ce qui doit être fait maintenant. Ouais, alors merci Jacques, je reprends la main. Donc, ce qui peut être fait dès maintenant, et encore une fois, quand on dit dès maintenant, c'est aujourd'hui. Alors, il y a certainement des choses que vous avez initiées, etc. Mais si c'est pas le cas et que vous souhaitez qu'il y a dans nos propos des choses qui retiennent votre attention, voilà, c'est vraiment, on est à l'instant T. On va vous travailler autour de 4 idées. Hein. La première, on va rentrer dans le détail, donner la parole pour bien communiquer, trouver des réponses modernes aux besoins de se retrouver, préserver les rituels, etc. Et on est vraiment dans cette recherche d'émulation d'esprit d'équipe, renouer avec les fondamentaux et en garder la mémoire. Donc en fait, première action, elle est hyper importante pour nous parce que c'est ce qui va permettre d'alimenter toute une série d'outils et d'actions, d'initiatives que vous pourriez initier. Au fait, dans la communication interne, souvent, c'est souvent le parent pauvre de la communication, et généralement la communication interne, elle se résume on va dire, du descendant, c'est-à-dire le patron qui diffuse une information à destination de ses équipes et du terrain. Donc on est vraiment sur du descendant. Et ça, peut-être que je vous apprendrai quelque chose, mais il ne s'agit pas de communiquer, mais il s'agit d'informer. C'est-à-dire, on fait passer une donnée d'un émetteur, le patron, au récepteur, ses équipes. Communiquer, c'est on fait passer l'information, mais on s'assure, on crée les conditions pour qu'autour de cette information, il y ait un retour, il y ait un feedback, il y ait de la rétroaction. Et aujourd'hui, dans ce climat de crise anxiogène, où les repères sont perdus, etc., il faut vraiment prendre le temps d'écouter vos salariés. Donc en fait, nous, ce qu'on vous propose, et nous, toute démarche de com interne, que ce soit un audit, que ce soit, etc., par cette phase de questionnement. Alors, c'est pas une énième enquête de satisfaction, d'évaluation, c'est pas un questionnaire en question auquel les salariés savent pas quoi répondre. L'idée, c'est vraiment d'aller, si on utilisait le bon terme, d'ailleurs, on l'a pas mis parce que souvent il fait peur, c'est une phase d'audit, mais audit, je dirais dans le sens auditus, écouter. C'est aller écouter vos salariés. Vous avez besoin de savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont bien vécu, on n'est pas que dans du négatif, ce qu'ils ont mal vécu, ce qui leur fait peur, ce qui leur fait peur au retour, ce qui leur a manqué, etc., etc. C'est vraiment aller leur donner l'occasion, à travers 4-5 questions, de faire émerger leur ressenti.
Une fois que vous avez fait ça, alors l'idée c'est surtout pas de poser des questions qui donnent lieu à des doléances et du cas par cas, voilà, qui n'auraient pas sa place dans la communication interne et qui relèveraient peut-être plus spécifiquement des RH ou d'autres directions. Et là, c'est vraiment aller leur donner l'occasion de formuler leur ressenti. Et une fois que vous avez fait ça, alors c'est pas juste on vous pose des questions et puis il se passera rien. C'est il y a un engagement. Jacques l'a parlé, exemplarité, engagement, investissement. Donc c'est on vous demande ça parce que on a besoin de comprendre pour mettre en place ce qui va caractériser notre entreprise à compter d'aujourd'hui, et on s'engage à faire la synthèse, à réfléchir à des pistes d'action, etc., et à revenir vers vous. Et vous comprenez bien que dans l'idée de pouvoir exploiter cette matière, on est le 21, l'idéal c'est que ce questionnement il puisse être diffusé dès demain, dès après-demain, avec une date limite qui est le 29 avril, et un engagement de votre part de revenir vers les salariés en disant, ben voilà, au vu de ce que vous nous avez dit, nous avons décidé de, et ça se passe avant la reprise du 11 mai. Donc cette phase-là de questionnement, elle est très importante. Certains ne répondront pas, Jacques l'a dit, hein, les moutons, c'est pas grave, voilà. Par contre, le peu qui répondra, ce sera bien. Et de toutes les façons, dites-vous bien que quelles que soient les actions que vous mettiez en place, ça prendra du temps et ça ne va pas susciter tout de suite l'enthousiasme, etc. L'idée, c'est de créer de nouveaux repères. Donc, première action, vraiment, donner la parole à vos salariés, vos équipes, pour leur faire formuler leurs ressentis, et ce matériau va vous servir. La deuxième chose, on l'a vu, hein, on l'a dit, le télétravail, certes, il a séduit plein de gens. Maintenant, il manque aussi ces petits temps un peu pour se retrouver, etc. Alors, on s'est tous essayé, et c'est une bonne nouvelle, à des technologies qui permettent, c'est un bon exemple aujourd'hui, qui permettent d'être ensemble à travers le son et l'image, etc. Il faut créer ces occasions-là, une conviviale et deux informative. Alors, on vous a donné des idées, hein. Bulletin hebdo, alors c'est quoi? Vous avez peut-être une news interne, vous avez peut-être un intranet, etc. Il faut prendre la parole, il faut donner de l'info. On a perdu des clients, on arrive vers quel site? Le gouvernement a parlé du confinement. Ça veut dire quoi? Comment ça va se passer concrètement chez nous, etc. Il faut donner de l'information. Vos salariés en ont besoin. S'ils ne l'ont pas, ils vont aller la chercher par eux-mêmes, ils vont l'interpréter, et c'est source aux rumeurs. Le SMS, c'est un moyen de communication. Alors, évidemment, pas d'intrusion. L'idée, c'est pas de harceler de textos vos collaborateurs, mais à l'occasion d'une information importante, vous pouvez très bien imaginer à un moment dire, ben voilà, on a annoncé le 11 mai, merci de consulter vos mails, nous vous donnons, etc. La hotline, vous pouvez très bien aussi décider sur des sujets dédiés. On parlait tout à l'heure des RH, de mettre en place une hotline. Alors, c'est pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, hein, mais de décider de 2-3 jours dans la semaine avec un créneau horaire, voilà, et permettre à des salariés les plus inquiets, dans des situations atypiques, etc., qui spontanément n'ont pas forcément l'allant pour prendre la parole, envoyer des mails, leur proposer un moment d'avoir cette ressource. Ce sont des petites choses, mais qui montrent qu'à un moment, vous faites le pas d'aller vers. Et puis il y a des moments conviviaux, hein, qu'il faut créer. En fait, l'idéal, c'est comment on crée une machine à café virtuelle. Donc il y a plein d'initiatives qui peuvent exister. Alors vous pouvez créer un groupe WhatsApp privé, un groupe Facebook privé. Vous avez un intranet ou pas. Vous lancez des challenges, la meilleure photo du télétravail, le verbe du jour, la recette du vendredi, etc., etc. Là, je vous laisse. Encore une fois, ça peut venir du questionnement que vous aurez mené en temps auprès de vos salariés, c'est ce qu'ils aimeraient voir venir. Voilà, c'est vraiment cette idée de machine à café virtuelle. Donc, convivialité et puis information. Ça me paraît être les deux choses importantes après à adapter en fonction de vos outils. Il y a d'ailleurs dans le bulletin hebdo, je crois que Jacques, tu peux l'illustrer, parce qu'on l'avait mis en place pour GT Location, à la place d'un bulletin hebdo par mail, etc., puisque c'est s'adresser à poste fixe sur ordinateur, hein, puisque c'était des computers. Et on avait mis en place le journal téléphoné. Donc, je sais pas, Jacques, peut-être. Alors oui, très, très volontiers, parce que s'il y a bien un outil de com interne efficace dont je me souviens avec beaucoup de joie et de bonheur, c'est bien celui-ci. Donc très rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui est très simple à mettre en œuvre, qui est peu coûteux, et qui est très efficace, très simple à utiliser aussi,
et qui permet une communication très rapide, très réactive. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un message préenregistré qui dure, qui est assez bref, qui dure entre 1 minute 15, qui était, on avait choisi un rythme de renouvellement hebdomadaire et qui donne donc en 1 minute 15, les 3, 4, 5 nouvelles qui touchent l'ensemble de la communauté de l'entreprise. Et puis c'est accessible via un numéro en 0800, évidemment, avec n'importe quel téléphone, etc. Et vraiment, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, encore une fois, c'est très simple d'usage, très simple d'installation, peu coûteux et à la portée de tous et extrêmement réactif. Donc vraiment, le journal téléphoné, c'est pour moi un bon exemple de l'initiative qui peut être prise rapidement et avec un impact assuré et vraiment rapide. Ouais, c'est vrai que la voix apporte ça aussi, elle crée du lien plus facilement que gérer l'emailing, etc. Troisième sujet, on l'a dit, hein, l'entreprise, Jacques l'a dit en introduction, hein, c'est un lieu dans lequel il doit faire bien vivre ensemble, etc. Donc il y a cette idée de communauté. À un moment, au-delà de notre feuille de poste, au-delà du travail pour lequel les collaborateurs et les salariés sont retenus et un contrat est signé, il y a aussi cette adhésion à un ensemble de valeurs, de réflexions, etc. Et donc, une idée, ça peut être pourquoi ne pas profiter, alors peut-être du temps qu'ont certains, du stress que vivent les autres, etc. Et pour leur proposer, alors toujours sur la base évidemment du volontariat, hein, de réfléchir sur des thèmes qu'ils choisissent, proposer des travaux d'équipe, collectifs, et sur des sujets qui sont directement connectés à la vie de l'entreprise, à la réalité de l'entreprise, lesquels sujets peuvent être évidemment proposés par vous, et puis peuvent être également abondés par, encore une fois, le matériau que vous auriez récupéré de la phase 1. Pourquoi pas dire, voilà, il y a 5 thèmes sur lesquels on souhaiterait avancer, qui sont, alors je sais pas, la RSE, la réorganisation des postes de travail, pourquoi pas le déplacement d'entreprise, hein, on sait que beaucoup de salariés vont vouloir reprendre chacun leur voiture tout seul dedans, là où l'entreprise avait réfléchi à un plan de déplacement pour limiter les effets des transports. Voilà, donc il peut y avoir plein de sujets comme ça. Et donc l'idée, on donne un sujet, une équipe se dit volontaire pour réfléchir, mener une réflexion. Alors ça veut dire aller faire de la veille, qu'est-ce qui se passe ailleurs, comment nous, dans notre entreprise, ça peut prendre une réalité, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en œuvre, etc. Ce qui est important, c'est de donner des dates et d'imposer. Parce que si c'est juste avoir donné l'impression qu'on donne un sujet de réflexion et que dès qu'on aura repris le boulot sera fini, ça n'a aucun sens. Donc, on peut donner un livrable, c'est-à-dire, voilà, quelles sont vos premières pistes de réflexion, qu'est-ce que vous avez identifié comme force, comme faiblesse. On donne un retour, une date, par exemple, avant le déconfinement, et puis avec gérer l'engagement, éventuellement, de poursuivre les travaux et les réflexions qui seront les plus prometteuses, etc., etc. Il peut s'agir donc dès maintenant de donner l'occasion à des collaborateurs volontaires de se réunir, alors sous la forme qu'ils veulent, hein, par Skype, WhatsApp, etc., et pour réfléchir ensemble sur un sujet qui les séduit. Et dans le même ordre d'idée, mais là on est sur un seul sujet, mais il est pour nous très important, c'est comment garder la mémoire. Alors évidemment, tous les qualificatifs pour parler de la crise qu'on vit, elle est inédite, elle est historique, elle est unique, etc. Rien ne sera jamais comme avant. On est tous d'accord avec ça. Un jour, par contre, on va revenir, la vie normale va reprendre. Pas la même vie normale que celle qu'on a connue avant le confinement, mais la vie normale, c'est-à-dire celle où à un moment le quotidien l'emporte. Et nous, on se dit, pour être tout à fait honnête, moi c'est quelque chose que je vis chez Comme un Mardi, c'est de se dire, mais comment on garde la mémoire de ça? Comment on garde la mémoire intacte? Peu importe ce qu'on en fera. Est-ce qu'à un moment vous voudrez en faire un numéro spécial parce que vous avez un journal interne? Est-ce que vous voulez imaginer que vos vœux 2021 pourront porter là-dessus? Est-ce que vous avez envie d'en faire un livre, etc. Mais c'est comment dans 5 ans, dans 10 ans, les salariés, vous, etc., vous pourrez dire, la crise du Covid, on y était. On a morflé, excusez-moi pour l'expression, on l'a subi, ça a été difficile et on l'a vécu. Mais si on veut garder la mémoire intacte, il faut collecter la matière maintenant. Moi, pour avoir bossé pour des clients et faire a posteriori le travail de collecte d'infos, qui s'était passé 2 ans, 5 ans, 10 ans,
auparavant, c'est beaucoup plus difficile, ça manque de spontanéité, ça manque d'authenticité. Donc là, encore une fois, ça peut être un groupe qui dit, bah, moi, nous, ça nous intéresse. Alors, ils vont vous interviewer, ils vont interviewer des salariés. Le patron va dire sa peur, ses joies, ses bonnes surprises au cours de ces 60 jours. Ça peut être des verbatims, des photos, etc., etc. Mais c'est commencer à travailler, à récupérer tout ce matériau. Je vous en ferai après. Je vous laisse juger, mais il peut y avoir beaucoup de choses. Mais encore une fois, ça peut être un moyen de maintenir une équipe dans l'action, soudée autour de l'entreprise et encore une fois avec un travail de rendu. Voilà. J'ai été peut-être un peu vite. Je vais laisser l'idée, si vous avez du temps pour poser des questions. Je vais passer maintenant la main à Jacques sur ce deuxième temps. Vous l'avez bien compris, moi je vous ai parlé de choses que vous pouvez actionner dès cet après-midi, demain matin, et puis il y a ce qui doit être anticipé pour être mis en place au déconfinement, alors le 11 mai ou pas, point d'interrogation. Donc Jacques, je te passe le relais. Merci Valentine. Donc on reprend le deuxième volet de ce cadencement chronologique qu'on a évoqué depuis tout à l'heure. Je vais partager avec vous 4 pistes de réflexion que vous pourrez aussi, auxquelles vous pourrez réfléchir et qu'on pourra partager donc tous ensemble. Ce qui me paraît important, c'est que lors du retour dans l'entreprise, eh bien, chacun, dirigeant, manager, salarié, ce que j'appelais tout à l'heure les parties prenantes, chacun soit à sa place, à l'aise dans l'entreprise. Et puis, que cela se passe dans une organisation des relations de travail, du travail au bureau probablement repensé, afin de s'attacher à mieux collaborer encore. Et puis, ce qui me paraît aussi intéressant, c'est que pendant ces 60 jours de confinement, qui sont pesants, lourds pour tout le monde, il y a quand même des réussites, il y a quand même des initiatives positives. Tout ce qui permet à toute l'économie, toute la société de tenir pendant le confinement. Eh bien, il va falloir les repérer, il va falloir s'appuyer dessus, il va falloir capitaliser. Et puis, je vous proposerai de réfléchir à une façon de dresser une espèce d'état des lieux lors du retour à la normale. Alors, si je reprends rapidement ces quatre pistes de réflexion, donc les parties prenantes, les dirigeants, les managers, les salariés, chacun à sa place dans l'entreprise. Bon, on voit bien que le mode de travail actuel, le travail fragmenté, le télétravail, le travail isolé, le travail en équipe réduite, toute cette remise en question générée par les effets de la crise, eh bien, cela secoue les pratiques du management classique. Des interrogations émergent dans les entreprises. Et on commence à se dire, mais comment maintenir une dynamique, une motivation pour les projets qui s'annoncent, qui émergent? Comment reprendre un rythme de travail à peu près normal, alors qu'on s'apprête à le densifier et à demander à nos équipes de travailler plus? Donc tout le monde a vraiment souffert. Comment intégrer les nouvelles aspirations générées par le confinement? Bref, toutes ces questions-là. Et puis aussi une question qui m'interpelle beaucoup, que l'on voit surgir dans beaucoup d'entreprises, des questions qui viennent des managers, les responsables d'usine, les directeurs de filiales, les responsables d'entrepôts, les chefs de service, se rendent compte qu'ils sont en télétravail. Et pendant ce temps-là, le travail se fait. Les usines tournent, les clients sont livrés, les entrepôts accueillent les flux logistiques, etc., etc. Et la question inévitable qui vient dans l'esprit de ces managers, mais à quoi je sers finalement? Puisque je suis en télétravail chez moi et tout fonctionne. Donc, ce que l'on peut dire là pour amorcer cette prise de réflexion sur ce sujet, c'est que la phase d'enquête qu'on a proposée lors de l'étape 1, sur ce qui pourrait être fait dès aujourd'hui, eh bien, doit permettre de recueillir également du matériel pour les attentes et les appréhensions qui vont émerger à partir du 11 mai. Et je n'oublie pas que également ce qui doit être à quoi il faut faire très attention, être très vigilant, c'est qu'il va falloir ressouder la communication directe. Et là, il nous semble que les entretiens entre les managers et chaque membre de leurs équipes respectives, ces entretiens devront avoir lieu assez vite pour se reconnecter et pour voir finalement, pour commencer à saisir
qu'est-ce qui émerge et qu'est-ce qui est décisif pour la reprise. Également, ce qui peut être aussi une façon, une piste de réflexion pour aider les managers à répondre à ces interrogations que j'ai pu évoquer tout à l'heure, c'est de les inciter à partager leurs préoccupations avec leurs pairs, de manière à pouvoir évacuer ce type de questionnement. Et puis aussi, ce qu'il faudra veiller à réussir, c'est bien entendu les premières minutes, les premières heures, les premiers jours. Le 11 mai, le 12 mai, le 13 mai, une vidéo du dirigeant, des mails, des SMS, un moment de convivialité, tout en respectant bien entendu les indispensables et nécessaires mesures de distanciation qui vont demeurer. Il faudra vraiment veiller à réussir les premiers temps du retour. Une deuxième piste que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est comment repenser, réorganiser un petit peu la vie au bureau pour mieux collaborer, comment trouver un sens au rôle du siège, lui donner une image positive. Il y a une communauté professionnelle qui va se ressouder, qui va se retrouver, qui va se reconstituer. Eh bien, on peut avoir quelques pistes de réflexion pour accélérer et renforcer ce collectif qui va se retrouver. Et en particulier, je pense à une chose que j'ai expérimentée chez GT Location, qui est un rituel chez GT Location et qui est une belle image de ce qui peut permettre de rassembler un collectif. C'est ce qu'on appelait les réunions de palier. C'est-à-dire une réunion bien programmée sur des rendez-vous à la fois fixes, parce que c'est bien d'avoir des repères, mais aussi des réunions qui sont impromptues, chaque fois que c'est nécessaire parce que l'activité les justifie. Des réunions juste pour échanger, juste pour partager ensemble, diffuser immédiatement au plus grand nombre, en particulier auprès de ceux qui n'ont pas pu y assister en présentiel. Et j'aimerais bien, parce que on a partagé pas mal de réflexions avec Valentine au cours de ces années-là, et j'aimerais bien que Valentine me donne, en tant que conseil regard extérieur, qu'est-ce qu'elle pense de ces réunions de palier, et que peut-être elle vous donne quelques clés de compréhension que je ne vous ai pas données tout de suite. Oui, parce que en fait, Jacques, tu parles de réunion de palier comme si c'était un terme connu de tous. En fait, il faut l'avoir vécu pour savoir de quoi il retourne. En fait, c'est bien une réunion qui se passe sur le palier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors qu'elle soit programmée ou qu'elle soit impromptue, parce qu'à un moment, il y a une information à faire circuler, les gens quittent leur bureau et se mettent sur le palier. C'est-à-dire que c'est hyper important sur la forme, parce que on perd le côté, on va dire, un peu protocolaire de la réunion dans une salle. Alors, on bascule son poste vers un collaborateur, on passe faire la pause café, la pause clope, etc. Il y a un petit côté protocolaire. Là, les gens sont sur le palier. Donc, j'ai ce côté totalement informel. Donc, ça se passe dans un couloir ou sur le palier, en l'occurrence chez GT, de l'ascenseur. Donc, les gens sortent de leur bureau, les autres arrivent, etc. Et ça se passe. Donc, forcément, c'est plus rapide. C'est beaucoup, oui, c'est moins protocolaire, c'est moins tous assis à prendre des notes. C'est filmé, mais alors il n'y a pas une captation avec caméra professionnelle, hein, c'est filmé au téléphone, c'est retransmis immédiatement sur l'intranet pour ceux qui ne sont pas là. Et donc il y a celles qui sont programmées et il y a celles qui, à un moment, on vient de gagner un budget, on vient de perdre un client, etc. Il y a une notification qui arrive sur toutes les boîtes mail de ceux qui ont envie de participer, qui dit, si vous voulez, pour ceux qui sont là, dans une demi-heure, on se retrouve sur le palier. Et moi, je trouvais que, voilà, dans le côté, on partage, on est au même niveau, je veux dire, on efface là toute la dimension un peu hiérarchique. C'était hyper efficace, attendu, ça fonctionnait. Donc, je pense que c'est quelque chose de facile et qui peut marquer, je dirais, une nouvelle forme de communication que vous mettriez en œuvre. Merci, Jacques. Oui, merci Valentine. Oui, évidemment, dernière précision, mais que vous pouvez imaginer, il y a bien entendu de l'information qui est diffusée, mais bien entendu, les questions sont ouvertes, sans nos connotations de hiérarchie ou quoi que ce soit. N'importe qui peut poser n'importe quelle question à ceux qui viennent de diffuser l'information. Donc, c'est vraiment un collectif qui se retrouve, adhésion, spontanéité, simplicité, sincérité. L'intérêt, c'est que la communication, elle est maîtrisée, la transparence de la communication est maîtrisée par ceux qui dirigent l'entreprise. Il y a vraiment une animation de cette communauté qui est ressoudée. Et pour faire ça,
des smartphones, des technos très simples, très efficaces existent et permettent d'animer tout ça. Troisième piste de réflexion, c'est comment prolonger ce qui a séduit, ce qui a fonctionné pendant le confinement. On a connu des réussites pendant la période de confinement. Eh bien, il faut capitaliser sur ce sujet. Ceux qui fonctionnent bien, des initiatives mises en place par des salariés pour maintenir le lien, inviter les salariés à mener des réflexions, tout ça, ça doit pouvoir être maintenu. Alors, ce qui peut être utile, eh bien, c'est de réfléchir dès maintenant, avec un groupe de réflexion qu'on peut susciter, hein, comme les autres, à des outils spécifiques. Alors, ces outils, ils existent déjà puisqu'ils sont en expérimentation en live aujourd'hui, mais ces outils peuvent être optimisés, peuvent être standardisés et c'est quelque chose à quoi il faut réfléchir pour pérenniser les réussites. Et puis, en se basant sur la matière collectée en phase d'enquête dont on a parlé, eh bien, toutes ces initiatives positives qui ont émergé chez les salariés et qui sont reconnues comme ayant bien fonctionné, eh bien, elles pourront être gardées. Donc, en fait, ça nous ouvre la porte pour dresser un état des lieux objectif lors du travail et du retour au travail à la normale. Eh bien, il y avait ce qui existait avant. Il y a ce qui a émergé pendant, d'où l'intérêt d'une méthode aussi d'investigation et d'animation qui permet de faire sortir ces informations. Ce qui n'est pas possible de continuer. Pourquoi ? Donc, nécessité pour la direction d'expliquer ce qu'on continue, ce qu'on veut pérenniser, ce qui n'existe pas encore, mais que l'on perçoit, que l'on identifie maintenant comme quelque chose qui pourrait être indispensable. Nous, on utilise une méthode qu'on a éprouvée, une méthode efficace, simple, réactive. C'est le stop, continue, start. En fait, c'est arrêter ce qui n'a pas ou plus d'utilité, poursuivre ce qui a du sens et démarrer ce qui émerge et ce qui semble manquer. Voilà. Et puis derrière, ça permet de décider dans la foulée, on l'a dit depuis le début, rapidement. En fait, à travers ces échanges que je viens de partager avec vous, nous avons essayé de vous donner de la matière et nous espérons que cela vous aura permis d'ouvrir quelques pistes de réflexion utiles, en lien évidemment toujours avec les préoccupations pratiques, terrain de vos entreprises. Alors avant de passer à la phase des questions et des remarques, je laisse Valentine conclure sur un point particulier que nous souhaitons bien éclaircir. Valentine ? Oui, je vous lis ce tableau, alors assez simple, il n'y a pas trop de cases. En fait, on va dire en contexte normal de communication interne, il y a cette question à laquelle tout sujet au sein d'une entreprise qui souhaite diffuser un message doit pouvoir répondre par l'affirmative. On dirait bien qu'on n'est pas dans ce contexte-là. Donc, est-ce que, évidemment, le message il est compréhensible par tous mes collaborateurs ? Il faut faire attention à ça. On n'a pas tous dans nos équipes les mêmes modes de consommation de la communication, je veux dire, en fonction de ce que l'on est, de qui l'on est, de notre ancienneté dans l'entreprise. On fera en sorte que le message soit bien compris par tous. Est-ce que nos messages sont crédibles ? Bon, ça se passe de commentaires. Est-ce que les mots et le ton vont toucher tous mes collaborateurs ? Souvenez-vous, j'ai parlé de sincérité. Voilà. Est-ce qu'ils vont se passer, je dirais, cette vérité, cette sincérité ? Quand tout va bien, mes messages, logiquement, ils sont en adéquation avec la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Ils sont cohérents avec ce qui se dit en externe et à l'externe. Donc, c'est-à-dire en externe, le gouvernement, la société, etc. À l'externe, c'est auprès de mes clients, de mes fournisseurs, de mes partenaires, etc. Et puis, logiquement, quand tout va bien, les messages que je diffuse aujourd'hui, ils sont pérennes, ils vont rester crédibles dans le temps. Et puis, ils sont surtout cohérents avec ce qui a été dit auparavant. Alors, on l'a dit tout à l'heure, on est dans un contexte de communication de crise. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas répondre par oui à chacune de ces questions. Il y en a trois. Les trois premières, vous devez répondre par oui. Vous devez vous assurer qu'à partir du moment où vous allez prendre la parole, ce soit compréhensible par tous, que ce soit crédible, qu'on puisse vous croire, vous êtes légitime, etc. Que le mot et le ton vont toucher vos collaborateurs. Oui, si on ne sait pas, on le dit, etc. Enfin, je pense qu'on a de bons exemples avec les prestations de ceux qui nous gouvernent. Et voilà, je crois que Édouard Philippe disait
on doit prendre des décisions qui ne sont basées que sur des incertitudes. Oui, donc on peut sincérité, humilité. Alors, ce qui nécessite des adaptations, ben oui, votre entreprise elle est unique. Ce qu'elle dit est unique en fonction de son secteur d'activité, de son nombre de salariés, de télétravail, pas télétravail. Elle a de la trésorerie, elle en a pas, etc. Donc oui, vous allez adapter vos messages à ce qui se passe réellement sur le terrain, et vos messages ne seront pas forcément en cohérence totale avec ce qui se dit à l'extérieur, pour les raisons que je viens d'évoquer. Et puis ce qui est de fait incertain, et là-dessus je suis d'accord, mais il faut le dire, et je dirais que si vous décidez de vous mettre à communiquer et que vous l'avez jamais fait, ça peut arriver. La chance incroyable que vous avez, c'est que justement il y a cette phase d'incertitude qui vous permet de dire voilà, je dis ça aujourd'hui, je le dis avec sincérité, avec enthousiasme, avec transparence. Par contre, je veux dire, je ne sais pas ce qui se passera demain. Donc oui, je ne suis pas sûr que ce que j'annonce aujourd'hui sera crédible parce que je ne maîtrise pas les tenants, les aboutissants, pardon, et je peux annoncer des choses aujourd'hui qui ne sont pas totalement cohérentes avec ce que j'ai dit par le passé, parce que il y a eu l'effet Covid et que je dirais avant le Covid ça se passait comme ça, et maintenant on a dû adapter. Voilà, donc gardez peut-être ces 7 questions et je vous encourage, voilà, à chaque fois que vous les posez, est-ce que je suis capable d'y répondre par vous, sachant qu'aujourd'hui vous avez la chance de ne pouvoir répondre, de ne devoir répondre par l'affirmatif qu'aux 3 premières. Voilà, mais écoutez, j'espère qu'on vous a apporté des choses, qu'on vous a donné des clés. Je vais laisser, je crois, Caroline reprendre la main pour la partie questions-réponses. Oui, merci Valentine, merci Jacques pour cette intervention et toutes ces pistes données à la fois pour tout à l'heure, donc pour dans 10 minutes comment faire des choses, et puis aussi pour préparer ce fameux 11 mai. Alors, je vous propose qu'on commence par une question en ligne sur le chat. Donc, si on a une question pour le moment sur le chat, si vous avez besoin de précision ou autre, n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à poser d'autres questions. Donc, la première question est la suivante. Le confinement a pu arriver pendant une période d'entretien annuel. Pensez-vous qu'il peut être préférable de les relancer en visioconférence ou qu'il faut mieux attendre la possibilité d'un entretien physique? Je dois dire que par ailleurs, pour avoir eu plusieurs dirigeants au téléphone, c'est une question récurrente, hein, voire c'est un vrai sujet d'inquiétude. Si tu veux, Jacques, je vais donner mon point de vue, puis Jacques, peut-être tu pourras donner le mien aussi. Alors, sachant, de toute façon, les réponses qu'on va apporter, nous, on est là pour donner des clés sur, on va dire, le volet communication. Après, le contenu et la teneur des informations, elles sont, on n'en a pas forcément ni la légitimité ni la compétence. Moi, ce qu'il me semble, c'est qu'il est compliqué d'avoir un état des lieux à travers ces différents entretiens d'évaluation pour 2 raisons. Alors, il y a l'entretien en présentiel qui n'est pas du tout le même que l'entretien à distance, mais déjà, il me semble que ça peut créer quelque chose qui mettrait un fossé entre les 2 types d'entretiens. Et puis il y a les entretiens avant confinement, et puis il y a les entretiens confinement. Et peut-être, mais là encore une fois, je suis pas au cœur de votre organisation, peut-être que l'urgence urgente du moment, elle est peut-être pas sur l'évaluation de vos salariés, mais plutôt sur la prise en compte et l'écoute de ce qu'ils ont vécu. Je sais pas si on a utilisé le mot, mais on l'utilise beaucoup entre nous avec Jacques, on parle de traumatisme, quoi, et je pense qu'il y va de la responsabilité de vous, DRH, directeurs, etc., de rassurer, et il me semble que l'entretien d'évaluation, je dirais comme ça que ça n'est peut-être pas le moment. Par contre, ce qui est important en communication, c'est de le dire, de communiquer là-dessus, par exemple, en disant, ben voilà, ils ont été lancés, on va les interrompre pour telle et telle raison, ou on va les poursuivre pour telle et telle raison. Mais de toutes les façons, c'est de donner une information claire. Voilà ce qui me vient comme ça spontanément. Jacques, je ne sais pas si tu veux. Je partage totalement. L'entretien entre un manager et son équipier est un moment, qu'il soit annuel d'ailleurs, ou rituel, ou pas, est un moment extrêmement important. Je vois mal comment on pourrait aller au fond des choses, comment on pourrait dialoguer vraiment de manière efficace et de manière naturelle, hein, et directe, comment on pourrait faire ça au moyen d'une visio, parce qu'il faut absolument faire ça maintenant. Je l'ai dit tout à l'heure,
ce qu'il faudra faire, c'est au moment du retour au travail, c'est effectivement veiller à ce que la connexion se refasse bien entre le manager et ses équipes, ça oui. Maintenant, effectivement, je me borne juste à reprendre ce que dit Valentine. Je ne suis pas persuadé que l'entretien d'évaluation soit quelque chose de prioritaire et d'indispensable aujourd'hui. Il y a une connexion à rétablir, il y a une cohésion à rétablir, il y a une collectivité à ressouder et à regrouper autour d'un projet commun. Oui, des entretiens pour ça, oui. Entretien d'évaluation, on verra peut-être plus tard. Et effectivement, ce qu'il faut faire, c'est bien entendu le dire explicitement et communiquer explicitement pourquoi on prend telle ou telle décision. Merci beaucoup. Alors, sur un autre sujet, comment recréer de la cohésion au sein d'équipes de production composées de salariés qui ont poursuivi une activité professionnelle en présentiel et d'autres qui étaient absents pour garde d'enfants? Alors, peut-être que les idées de pistes qu'on vous a données sur les sujets de réflexion, c'est-à-dire que ceux qui ont vécu en présentiel, alors peut-être de manière traumatisante, j'imagine, hein, encore une fois, on réagit comme ça à chaud, qui sont animés par deux sentiments. Alors, le premier qui est peut-être un sentiment, je dirais, de fierté, d'avoir pu d'avoir pu être dans l'opérationnel et avoir contribué à faire vivre et à maintenir l'activité de l'entreprise. Qu'ils en soient remerciés surtout. Voilà, sans créer un clivage avec ceux qui font du télétravail, ce ne sont pas des improductifs pour autant. Par contre, j'entends la question qui porte sur la cohésion entre ces deux types d'équipes qui ont vécu des rythmes différents, des choses différentes, du télétravail sur site, avec peut-être du stress, de l'angoisse, etc. Et peut-être que les pistes d'action qu'on a données sur des groupes de réflexion, sur il y a ceux qui ont vécu le télétravail avec ce que ça a généré en positif et en négatif. Il y a ceux qui ont vécu le travail en réel avec ce que ça a généré en positif et en négatif. Qu'est-ce qu'on peut, autour de quel thème fédérateur, on peut réfléchir et créer du lien entre des équipes, veiller à ce que la composition de ces groupes de réflexion permette justement de mixer ces populations. Alors encore une fois, tout le monde n'aura pas envie de jouer le jeu, c'est basé sur le volontariat, mais ça peut être une bonne idée à un moment de leur donner des outils pour leur permettre de se retrouver et de réfléchir sur des sujets qui soient un peu déconnectés de ce qu'ils ont vécu dans leur quotidien respectif. Moi, je dirais pour compléter que il me semble intéressant dans ce cas précis aussi d'ouvrir la parole. Alors, Valentine parle de groupe de réflexion. Il y a aussi la phase d'enquête et la phase de remontée d'informations. C'est le moment aussi de veiller à ce que, dans tous les cas, de toute façon, tous les ressentis, toutes les idées, tout ce qui est toute la mémoire remonte et soit exprimé explicitement. Il faut surtout éviter, dans le cas précis qui est évoqué, c'est-à-dire ceux qui étaient à la maison parce qu'ils gardaient leurs enfants et ceux qui ont été là sur le terrain en présentiel, il faut éviter que des non-dits subsistent parce que là, ce sera évidemment le foyer, le nœud de toute une série d'incompréhension et de perte de performance et de perte d'efficacité pour la suite. Donc, oui, des groupes de réflexion qui permettent de reconstituer les équipes, et également une façon de faire libérer la parole, que ceux qui sont restés puissent exprimer leurs ressentis, la fierté et peut-être aussi, pourquoi pas, de l'amertume ou de l'aigreur, et puis ceux qui sont restés à la maison puissent exprimer leur impatience de revenir et aussi peut-être leur malaise de ne pas avoir été là quand il fallait y être. Voilà, libérer la parole, veiller à ce que ce soit explicite et utiliser cette expression pour en tirer le meilleur. Et vous pouvez très bien imaginer, si par exemple l'exercice de garder la mémoire, etc., vous séduisez, vous la trouvez intéressante, vous pouvez très bien imaginer des formes d'interviews croisées, c'est-à-dire que ceux qui à un moment ont vécu le télétravail, avec ce que ça a été de positif et de négatif, interviewent ceux qui ont été sur le terrain et vice-versa. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que vous arriviez à trouver des liens, des outils pour ressouder ces équipes. Parce que sinon, il y a ceux qui vont avoir le sentiment d'avoir été au chaud pendant que les autres prenaient des risques, alors que personne n'y est pour rien et que
la vie, la société fait que ça s'est organisé comme ça. Donc, à travers, je pense, les pistes qu'on vous a données, l'idée, c'est d'arriver à créer des occasions de rencontres et de reconnexion entre ces équipes qui ont vécu des choses différentes pendant cette période. Très bien. Je vous propose qu'on en vienne aux questions qui ont été posées en amont, même s'il y a déjà eu des petits morceaux de réponse lors de votre présentation, mais il y aura peut-être besoin de précision. On parle d'une entreprise où tous les salariés sont en télétravail. Lors de la reprise annoncée du 11 mai, sera-t-il possible de garder certains salariés avec enfants en télétravail? Notamment, la dirigeante pense à une salariée bien particulière qui a un enfant, et de faire revenir les autres, sachant que les locaux sont suffisamment spacieux pour garantir une distanciation sociale d'au moins 1 mètre entre les personnes. On perçoit un petit peu tous les tenants et les aboutissants dans cette question. Alors, ce qu'on a dit tout à l'heure, nous il y a des décisions que vous allez prendre qui sont de l'ordre, je dirais, du management, de l'organisation, et là-dessus, on n'a pas la compétence pour, de ce que vous dites. Alors, moi, pour l'avoir vécu avec une autre entreprise, eux, en fait, dès l'annonce du déconfinement, c'est le 11 mai, ils ont adressé un SMS à l'intégralité de leurs salariés en leur demandant, en leur disant voilà, que le déconfinement allait se faire de manière provisoire et qui demandait à chaque salarié, puisqu'ils n'avaient pas forcément l'information, d'identifier ceux qui rentraient dans les personnes devant maintenir le confinement, c'est-à-dire notamment les personnes à risque, les personnes aidantes, les personnes dans l'obligation de garder leurs enfants parce que pas d'autre solution, parce que pas d'école, etc. Et puis, il y a des personnes qui ont la chance de, etc. etc. Donc, je dirais cette prise d'information doit vous permettre d'identifier et de dire vous de quoi vous avez envie, sachant qu'on est bien d'accord tous pour dire que si le télétravail peut être maintenu, il faut qu'il le soit. Voilà. Après, encore une fois, ce qui compte, c'est que ça rejoint la question précédente, c'est la communication que vous allez faire autour de ça. C'est dire que vous avez décidé d'eux et expliquer pourquoi certains reprennent, pourquoi d'autres ne reprennent pas, etc. En fait, nous, on n'a pas la réponse sur le fond de l'information, mais ce qu'on vous enjoint à faire, c'est de communiquer sur les raisons pour lesquelles vous prenez telle ou telle décision. Je crois que dans le même ordre d'idée, Caroline, il y avait une autre question sur la... Je te laisse la... Non, vas-y Valentine, vas-y, poursuis. De la même manière, ça concernait, je crois, le temps de restauration sur une entreprise. Il y a une pause de restauration de 12h45 à 14h dans une salle à manger qui est prévue. Aujourd'hui, avec le respect des gestes barrières, la distanciation, la question est est-ce qu'on fait un roulement dans cette seule et même salle à manger? Les gens qui voudraient laisser 1h15, ils ne resteront pas 1h15 parce qu'il faudra qu'ils laissent la place à d'autres. Ou est-ce qu'on ouvre une deuxième pièce? Et là, encore une fois, nous, on n'a pas la réponse. Par contre, typiquement une question que vous pourriez poser à vos salariés. Je veux dire, si les deux hypothèses sont jouables, et vous ne savez pas quoi décider, laissez à vos salariés le choix et je dirais l'unanimité l'emportera. Il y en a qui préfèrent peut-être se dire qu'ils veulent passer 1h15 en dehors de leur poste de travail, donc ils veulent être 1h15 dans l'espace où ils se restaurent, et donc ça veut dire qu'il faut 2 salles. Et puis il y en a qui vont dire non, voilà, mais ça typiquement c'est le fait de laisser ça à la décision de vos salariés qui sont les utilisateurs de ce temps de pause et de ces espaces. Là du coup ça c'est de la com interne. Après ce que vous allez décider, je dirais que ça vous regarde et on n'a pas, malheureusement, on n'a pas la réponse pour vous. Voilà ce qu'on Très bien. Pour le moment, il n'y a pas de questions supplémentaires sur le chat. On a posé les questions qui nous avaient été transmises en amont. Il est 15h, passé de 2 minutes. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions sur le forum dédié, ce que je vous propose, c'est que nous allons rendre l'antenne et remercier bien sûr Valentine et Jacques pour cette intervention et puis pour toutes ces bonnes pratiques, ces idées, cette boîte à outils délivrée aux adhérents du MEDEF. Je vous remercie beaucoup du temps consacré et de la qualité des échanges. Je souhaite bien sûr à tous les dirigeants et cadres dirigeants qui nous écoutaient de faire attention à eux et de bien se porter. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Au revoir, merci.
Caroline n'a pas évoqué les documents, etc., qu'on avait prévu éventuellement de diffuser ou de mettre à disposition, et la suite aussi par rapport à la Oui, diffusion de ce qui alors s'est là, passé. pardon, Oui. en effet, je rends l'antenne un peu vite. Donc, la présentation va être envoyée à tous les inscrits. Merci Jacques de me rappeler à l'ordre. L'enregistrement de cette réunion va être diffusé, je pense, d'ici fin de journée sur notre chaîne YouTube, et le lien vous sera envoyé dès ce soir. Est-ce que je réponds bien? Merci beaucoup, Caroline. Merci encore. Merci de votre... Merci à vous. Merci à vous. Je propose aux deux intervenants qu'on se déconnecte et de revenir dans la salle d'ici 5 minutes, le temps d'arrêter la diffusion. D'accord. Ok, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous.